Okay, ich glaube, wir sind soweit. Très bien, je crois que nous pouvons commencer. Bienvenue à tous à la conférence de presse de l'AGEMA et de la SACEM. Nous nous penchons aujourd'hui sur un grand thème, l'IA et la musique, l'intelligence artificielle et la musique. Nous allons aujourd'hui vous présenter les principaux résultats de cette étude sur l'intelligence artificielle et la musique, une étude sur cette intelligence artificielle dans la musique en France et en Allemagne menée par l'AGEMA et la SACEM en coopération. Nous avons eu des retours des membres qui ont participé à cette étude et nous avons de cette manière obtenu un bon aperçu de ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur musical et l'intelligence artificielle. Pour ceux qui sont présents avec nous et nous rejoignent en streaming, sachez que vous avez la possibilité d'entendre cette conférence dans les deux langues, en allemand comme en français. Vous pouvez donc cliquer sur le canal que vous souhaiteriez entendre. Sachez qu'il y a également la possibilité de poser des questions en direct, en ligne, dans la messagerie. Elles apparaîtront ici sur l'écran que j'ai sous les yeux, de sorte que je pourrai les reprendre très volontiers pour les adresser aux intervenantes et intervenants ici présents aujourd'hui. Pour ceux qui sont présents dans la salle, sachez que le canal 1 est en allemand, le canal 2 en français. Et nous allons maintenant pouvoir commencer. J'invite les participants à notre podium à prendre la parole. Alors, nous avons ici Cécile Rapp-Weber, qui est PDG de la SACEM depuis octobre 2021, exactement 170 ans après la création de cette société. C'est une société de gestion française qui représente les licences de tout ce qui concerne le secteur musical. Et Cécile a déjà été depuis longtemps dans cette entreprise, puisqu'elle était depuis 2013 aussi directrice des licences et membre du comité exécutif. À côté de Cécile se trouve Tobias Holzmüller, qui est depuis octobre 2023 PDG de la GEMA. La GEMA représente plus de 90 000 membres et plus de 2 millions d'ailleurs d'ayants droit dans le monde entier. Et vous êtes également tourné vers une compréhension globale des droits d'auteur et faites en sorte de promouvoir justement ces droits d'auteur dans la société. Il s'agit de valeurs, de valoriser la création et c'est de cela que nous allons parler ensemble aujourd'hui. Et pour terminer, mais ce n'est pas des moindres, je dirais même que ça devrait être le premier, puisque c'est avec lui que nous allons commencer. Il y a Monsieur Holzhammer, qui est partenaire et membre du groupe Média, qui est aussi très présent dans de nombreux secteurs technologiques. Nous nous connaissons d'ailleurs déjà, Klaus et moi. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer à d'autres occasions. Je suis AC Coppens, responsable de l'agence Catalyst, et nous sommes dans l'événementiel et précisément dans le secteur de l'intelligence artificielle. Alors, je vais justement commencer en m'adressant tout d'abord à Klaus. Klaus, vous allez pouvoir, à la fin de nos échanges, répondre à certaines questions, mais je vous laisse la parole pour déjà nous dire quel est le dynamisme du marché actuel, quelle est la position aussi de cette musique aujourd'hui sur le marché, l'intelligence artificielle, comment travaille ce secteur musical avec l'intelligence artificielle, où en sommes-nous? Nous sommes curieux de vous entendre. Très bien, merci à tous d'être présent ici aujourd'hui. Je vais vous résumer en très peu de temps, 180 pages d'études. Sachez que nous avons en France et en Allemagne pris l'initiative de nous adresser à nos membres et nous avons obtenu environ 15 000 réponses que nous avons étudiées de plus près et desquelles nous avons ressorti certains résultats. Alors, ce qui l'en ressort très clairement, c'est que déjà nous reconnaissons un véritable boom dans ce secteur
secteur de l'intelligence artificielle et de la musique. Il y a une multitude de titres qui sont proposés et créés, générés par l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de moyens de générer de nouveaux morceaux grâce à l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle est présente dans de nombreux secteurs, la distribution ou encore dans les différents logiciels qui proposent cette intelligence artificielle pour le secteur musical. Ce qu'il est important de dire aussi, c'est qu'il existe un contexte technologique qui se compose de 3 étapes. D'abord, on a besoin d'un input et d'un output pour justement pouvoir ingérer les informations et les données dans l'intelligence artificielle. Et le output, c'est ce qui va ressortir. J'en parle aussi parce que cela touche au sujet du moissonnage des données. Donc, comment faire en sorte de traiter toutes les données existantes pour alimenter l'intelligence artificielle et de cette manière lui permettre de générer de nouveaux éléments. Et ce qu'il faut savoir, c'est que jusque-là, le moissonnage de données se faisait sans rémunération aucune en contrepartie. Pour ce qui est des artistes, des compositeurs et des paroliers, c'est un public qui est fort tourné vers cette intelligence artificielle. Il faut savoir que 35% des artistes du secteur recourent déjà à des technologies d'intelligence artificielle. Chez les plus jeunes, cela ne vous étonnera pas, en moins de 35 ans, ce sont même 51% qui disent déjà recourir à l'intelligence artificielle dans leur processus de création, dans leur travail de création. Alors évidemment, il y a plusieurs types d'utilisation de cette intelligence artificielle selon dans quel secteur on l'utilise. On l'utilise peut-être moins dans le genre de chansons que dans d'autres genres musicaux, mais en même temps, il y a aussi des catégories qui audiovisual industry concerne tout le secteur audiovisuel où effectivement on note plus fortement un recours à l'intelligence artificielle. Zusätzlich kommt hinzu, dass auch insgesamt À cela s'ajoute le fait que dans l'ensemble, 43% des personnes interrogées en France et en Allemagne, donc des auteurs, compositeurs, disent que l'intelligence artificielle peut également être un instrument d'aide pour permettre de nouvelles formes de création. Donc c'est quand même une approche à peu près positive. Et puis 63% sont d'avis que l'intelligence artificielle peut être tolérée et est acceptée aussi pour composer, pour écrire, mais aussi pour créer. Donc, on peut dire que l'intelligence artificielle est plutôt bien accueillie dans ce secteur musical, mais il n'en reste pas moins que 2/3 des compositeurs et des auteurs disent tout de même être inquiets quant à cette intelligence artificielle et aux risques qu'elle présente et qui craignent de voir cette intelligence artificielle justement dépasser cette dimension humaine dans ce secteur de créativité musicale. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Je vais vous le présenter au point suivant, puisqu'il s'agit ici des résultats en chiffres sur le marché. Nous avons en effet essayé, dans le cadre de cette étude, de quantifier aussi cette IA générative. En 2023, le marché pour cette intelligence artificielle s'élevait à 3,7 milliards de dollars. Selon les études, les chiffres étaient un petit peu inférieurs, un petit peu supérieurs. Et pour ce qui est de la musique et de l'audiovisuel, cela correspondait à environ 8%, c'est-à-dire environ 300 millions de dollars qui étaient investis dans l'intelligence artificielle dans le secteur musical. Alors, cela signifie aussi que les données qui avaient été utilisées pour pouvoir alimenter et générer ce secteur musical
venue de l'IA a été aussi très demandée. Nous pensons que ces prochaines années, ce marché va connaître une évolution très très dynamique et avoir un taux de croissance de 60% par an, c'est-à-dire que nous aurons sur une période de 5 ans environ 3,1 milliards de dollars qui sera généré par ce secteur de l'intelligence artificielle dans la musique. Wir haben dann versucht, zu quantifizieren. Puis, nous avons également essayé de quantifier les répercussions de cette intelligence artificielle sur le processus de création. C'est-à-dire que nous avons fait des calculs par catégorie, par différents tarifs et regardé en France comme en Allemagne ce que cela signifierait. Parce que pour tout ce qui est musique en live, évidemment, là, il y aura peu d'impact, peu de répercussions, mais dans tout ce qui est musique de fond ou musique utilisée, ça, nous pensons plutôt faire face à une forte évolution. Les résultats pour la France et l'Allemagne ensemble sont que le chiffre d'affaires risque, par l'utilisation de l'IA, d'arriver en 2028 à environ 27% d'utilisation. Donc ça, c'est prévu pour 2028. Donc c'est un risque assez élevé, c'est-à-dire que le plus gros du chiffre d'affaires sera dû et s'expliquera à l'intelligence artificielle dans la musique plus que au travail des auteurs. Donc c'est quand même une évolution assez forte et fulgurante. En même temps, nous pouvons regarder ce qu'il en est des chiffres d'affaires générés par cette intelligence artificielle dans la musique et les formes de rémunération qui en ressortiront. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas puisqu'il n'y a pas encore de rémunération pour ces œuvres générées par l'intelligence artificielle dans la musique. Et là, on voit donc, à l'inverse des chiffres précédents, que cette IA générative permet aussi de noter qu'il y a de nombreux investissements nécessaires dans tout ce qui est carte puce et tout autre système nécessaire pour alimenter. Cette préoccupation montre également, donc c'est 71% que j'évoquais tout à l'heure, 71% des personnes sondées qui disent être préoccupés par l'évolution et l'ampleur que prend l'intelligence artificielle, mais aussi préoccupés par la question de savoir s'ils pourront à l'avenir continuer à être rémunérés par dans ce secteur musical. Nous venons de calculer et de vous présenter les résultats potentiellement de l'évolution de cette intelligence artificielle, et donc ces préoccupations sont tout à fait légitimes. Vous voyez ici également Helmut Serket qui lui aussi pense que nous ne pourrons pas faire sans l'intelligence artificielle à l'avenir, qu'elle prendra aussi sa place dans notre secteur, mais qu'il faut essayer justement de peut-être au moins faire en sorte d'identifier les avantages de celle-ci et de voir comment est-ce que l'on peut rémunérer et protéger les droits d'auteur malgré cette présence de plus en plus importante de l'intelligence artificielle dans le secteur musical. J'en viens maintenant au dernier point. Nous avons également demandé aux personnes interrogées quels étaient les éléments demandés par les musiciens, les auteurs. Alors d'abord, 93% des personnes sondées aimeraient que le monde politique soit plus attentif à l'évolution de cette intelligence artificielle et qu'il balise aussi mieux et plus cette intelligence artificielle dans le secteur musical et garantisse aussi cette protection des droits d'auteur. De même, 95% des personnes interrogées ont dit vouloir que les fournisseurs de logiciels d'intelligence artificielle soient également contraints de respecter certaines règles, d'être transparents aussi. Et bien sûr, 90% disent que les droits d'auteur devaient d'abord faire l'objet d'une demande auprès des auteurs concernés avant de pouvoir être délivrés de manière aveugle
aveugle à tous. Et puis, plus de 90% disent aussi vouloir rémunérer à juste titre pour ces droits d'auteur, par exemple sous forme d'un accord de licence. Donc voilà, ce sont les 4 points qui ressortent de cette étude. Une attention, une transparence, un accord, une approbation et aussi la rémunération de ce processus de création. C'est ce qui ressort de l'étude qui a été menée en France et en Allemagne, l'étude qui portait donc sur l'intelligence artificielle dans la musique. Pour terminer, une citation de Jean-Michel Jarre qui dit justement que l'IA est bien entendu une occasion à saisir pour les créateurs, mais qu'il est aussi, il relève de notre responsabilité à nous en tant qu'Européens de définir le cadre éthique et économique dans le cadre duquel la propriété intellectuelle peut être protégée. Voilà, sachez que l'étude peut être téléchargée dans goldmedia.com/AI-and-music-summary. Elle est disponible pour tous. Merci. Spannend und ich glaube, wir steigen dann gleich. Merci beaucoup, Klaus. C'est très intéressant. Je pense que nous allons d'ailleurs commencer par la discussion. Anne-Cécile. Quand vous regardez les résultats de cette étude, qu'est-ce qui en ressort pour vous et pour la SACEM, bien sûr? Alors déjà, je voudrais rappeler que la SACEM, elle a effectivement, comme vous l'avez déjà rappelé, 173 ans d'existence. C'est la première société de gestion collective au monde dans la musique qui s'est créée, suivie peu de temps après par la GEMA. Et il faut savoir, je crois que c'est fondamental déjà de le remarquer, c'est que cette association entre la SACEM et la GEMA, elle me semble très importante. Pourquoi? Parce que nous sommes 2 pays leaders. Déjà, SACEM et GEMA, ce ne sont pas simplement des sociétés qui sont anciennes, mais elles sont leaders, non seulement en Europe, mais voire même des leaders mondiaux de la gestion collective, avec une seule préoccupation, c'est obtenir la juste rémunération de ses membres et de ses auteurs et de ses éditeurs de musique. Mais évidemment, depuis plus de 170 ans, en ce qui concerne la SACEM et bien évidemment la GEMA, les évolutions technologiques de la musique, ce n'est pas nouveau pour nous. Nous avons été confrontés à énormément de nouveaux modèles. Et évidemment, nous n'avons cessé de nous réinventer entre le démarrage avec des cafés-concerts et aujourd'hui TikTok. On est quand même un grand écart. Et c'est pour ça que ce que je voudrais déjà dire, c'est que quand Tobias m'a appelé pour me proposer cette étude conjointe, elle m'a semblé totalement naturelle parce que nous étions déjà, et lui et moi, en train de travailler sur l'intelligence artificielle, mais que je crois que ce qui nous manquait, c'était d'avoir le retour de nos membres. Comment est-ce qu'ils le vivaient? Puisque bien évidemment, je vous avouerai qu'il y a certaines choses qui sont venues conforter ce que malheureusement nous savions déjà, et notamment la peur des créateurs de quelque part être remplacés par des machines, parce qu'on peut appeler ça comme ça, mais c'est une crainte qui n'est pas simplement d'un point de vue créateur, mais on va peut-être en parler aussi, d'un point de vue éthique, c'est l'être humain. L'être humain va-t-il être remplacé par les machines? On a tous vu des films de science-fiction qui datent déjà des années 80 et qui nous prédisaient déjà, j'ai envie de vous dire, un avenir assez sombre. Alors, là où je suis rassurée pour certains aspects, c'est que bien évidemment, c'est un outil l'IA. Il a déjà été très fortement employé par un certain nombre de créateurs. On voit bien aussi que l'âge des créateurs, leur maturité et leur expertise dans le domaine musical fait un peu évoluer les pratiques. Mais je suis très heureuse de voir que Jean-Michel Jarre, effectivement, a soulevé une fois de plus, parce que c'est un immense créateur et quelqu'un de brillant qui défend vraiment le droit d'auteur. Il a soulevé les bons aspects qui sont, oui, c'est une opportunité. Nous avons déjà travaillé. L'électro, évidemment, que ce soit David Guetta, De Laurentiis, en ce qui concerne nos membres. Je vais même vous dire que nous étions plongés dans l'IA il y a encore quelques années, puisque Benoît Carré, c'est un de nos créateurs, un de nos membres SACEM, avait fait tout un album en intelligence artificielle, déjà avec Spotify. Et Benoît est désormais membre d'une commission qui a été lancée par le gouvernement français. Et donc, on a un représentant de la SACEM dans cette commission pour traiter effectivement des impacts de l'IA sur la création. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que nous avons commencé à travailler à la SACEM au sein notamment aussi d'un conseil pour la stratégie et l'innovation que nous avons monté. Nous avons interrogé un certain nombre d'acteurs extérieurs, mais c'est vrai que cette grande étude vis-à-vis de nos membres, elle nous manquait. Et ce très haut taux de participation pour nous est aussi démonstratif de l'importance qu'attachent aujourd'hui les créateurs à l'IA. Absolument. Alors,
Pour évidemment aller rapidement, parce que je sais que nous allons évidemment échanger un peu plus en détail sur certains aspects, ce que j'en retire bien évidemment, c'est que ces opportunités, elles sont importantes, mais peut-être pas autant que le risque et les conséquences sur la rémunération de nos créateurs. Ça ne m'étonne pas du tout. Ce que je trouve fondamental dans cette étude, c'est que pour la première fois, on nous apporte des éléments chiffrés, notamment économiques, qui manquaient jusqu'à présent et que je pense que vis-à-vis des politiques, c'est quand même très très important qu'ils se rendent compte. On parle de plusieurs milliards de pertes dans la création. Je vous rappelle que les milliards de pertes que nous avons dans la création, c'est autant d'argent qui ne sera pas réinvesti pour la génération des nouveaux créateurs. Et moi, je vais vous dire à la SACEM, et je suis persuadée qu'à la GEMA, c'est le cas aussi, l'émergence, la diversité, la culture, ce sont des piliers de notre démocratie. Et si nous voulons rester, comme nous l'avons toujours été, la France et l'Allemagne, les piliers de la démocratie, notamment en Europe, mais dans le monde, je pense qu'il est vraiment très important que notre étude montre à quel point il faut que nous travaillions pour que cette IA, elle existe, mais qu'elle soit vertueuse, qu'elle apporte une juste rémunération à nos créateurs. Et bien évidemment, ça passe avant tout par la transparence. Je sais que nous allons en parler. Cette transparence, elle est fondamentale. Je vous avouerai juste que ce qui m'a vraiment confortée, c'est qu'elle est évidemment très attendue par nos créateurs, ça me semble normal, mais elle est aussi, quand vous lisez l'étude qui a été réalisée par l'IFPI peu avant la nôtre, très attendue aussi par le consommateur. Le consommateur, il a envie de savoir d'où vient le contenu. Est-ce que c'est un contenu qui a utilisé des œuvres préexistantes? Est-ce que c'est un contenu qui est complètement généré par l'IA? Et ça va poser évidemment toutes les questions qu'on va bientôt aussi aborder. Quid de la protection autour de ces nouvelles formes de contenu? Est-ce qu'elles doivent être protégées par des droits d'auteur ou par un nouveau droit? En fait, ça fait, comme vous l'avez dit, une dizaine d'années que je travaille à la SACEM. J'avais la chance de m'occuper des licences et c'est vrai que j'ai connu toute la transformation du paysage, notamment de la musique enregistrée, mais enfin du droit d'auteur, à travers toute l'explosion du digital. Nous sommes parvenus, et notamment main dans la main avec l'Allemagne, à faire, et évidemment plein d'autres pays européens, à faire que l'article 17 soit adopté, dans lequel il y avait une obligation de transparence. Et je le dis et je le répète et je radote, pardon, parce que je le dis à chacune de mes interventions, la transparence n'a jamais, jamais empêché le développement et le business. Regardez aujourd'hui les résultats de Google, de Apple Music, de Spotify, et je vais plus loin, de Meta ou de TikTok. Ils sont soumis à l'article 17 et ils font des réussites financières exceptionnelles. Je ne vois pas en quoi apporter de la transparence dans l'IA pourrait empêcher OpenAI de dépasser les 80 milliards de valorisation, je vous rappelle, qui sont déjà la sienne, et les plusieurs, déjà millions, centaines de millions de Mistral AI en Europe. Donc oui, la transparence, oui pour une IA vertueuse. Merci beaucoup, Cécile. Eh bien, cette fois, je vais me tourner vers Tobias. Und ich werde wieder auf Deutsch switchen. Tobias. Je passe vers l'allemand. Tobias. Interessanteste Erkenntnisse aus der Studie. Votre avis, quels sont les résultats les plus intéressants de cette étude du point de vue de la GEMA? Interessanteste Erkenntnis aus der Studie ist Je pense que c'est en effet de voir le potentiel qu'ont nos membres, que représentent nos membres. Nous avons fait cette étude pour rendre un débat plus objectif. En Europe, quand on parle de l'IA, eh bien, on parle d'un côté d'une ère dorée où personne n'a plus besoin de travailler, de l'autre côté, une dystopie, c'est les machines qui vont maintenant dominer l'humanité. Et on reposait jusque-là sur quelques anecdotes données par des experts. Et selon l'expert qui parlait le plus fort, l'opinion publique changeait. Donc nous nous sommes posé la question comment découvrir ce qui se passe vraiment dans ce marché. Et donc nous nous sommes dit, ce qui était logique, qu'il fallait demander à ceux qui le savent, à savoir nos membres qui travaillent au quotidien dans le secteur de la musique, qui utilisent et connaissent ces outils, mais qui se posent aussi la question qu'est-ce que ça fait de moi, de mon métier? Donc, c'était logique de le faire ensemble avec la SACEM, puisque les deux plus grosses économies européennes sont impactées
de la même façon et aussi que nos mentalités sont similaires quand il s'agit de ce qui compte vraiment. Nous pensons que nous sommes une union d'êtres humains qui font de la musique pour en vivre. Et pour une société, c'est précieux de savoir qu'il y ait ce genre d'auteur et que le métier d'un auteur-compositeur est précieux pour notre société. C'est pour ça que nous avons interrogé ce groupe et nous étions aussi impressionnés de ce feedback. On s'attendait à 5 000. En fait, c'était 15 000. Ça nous a vraiment impressionnés. Et en ce qui concerne le contenu, ce qui m'a frappé, c'est que je n'ai pas tellement vu de panique ou d'hostilité à la technologie. Nos membres sont en fait pragmatiques. Ils disent oui, c'est un outil, ça peut améliorer ma productivité et peut-être les meilleurs auteurs, compositeurs peuvent, si ce n'est pas devenir meilleur, du moins plus productif et peut-être faire plus ou faire d'autres choses. Et d'un autre côté, il y a le souci, si ces outils sont déjà excellents et ne cessent de s'améliorer, qu'est-ce que ça va nous faire à nous, à savoir la musique créée par les êtres humains et comment voyons-nous la culture? Merci, danke sehr. Ich würde gerne jetzt weiter. J'aimerais continuer à structurer ce débat en 3 parties. D'abord, quels sont vraiment les enjeux? Et deuxièmement, regardons en profondeur les droits d'auteur et les sociétés des auteurs. Et troisièmement, les perspectives pour un marché qui fonctionnerait mieux. Commençons donc, qu'est-ce qui est vraiment en jeu? Nous avons entendu parler que c'est un potentiel économique énorme, en même temps une menace pour la subsistance des créateurs et créatrices qui s'inquiètent bien sûr devant le développement de ce secteur. Donc, sans parler de panique, le scepticisme, qu'est-ce qui est le véritable enjeu? Qui aimerait répondre? Ja, ich kann da gerne, also auf dem Avec plaisir. steht ja Eh letztendlich bien, l'enjeu, c'est la subsistance des compositeurs et auteurs actuels Fall, dass nicht pour le cas que rien ne se passe. keinerlei Regulierung. Disons qu'il n'y ait pas de règles ou de nouveaux systèmes de rémunération et de licence. Donc, la question, comment peut-on vivre de l'art et développer un système de rémunération pour que ceux qui ont rendu ce marché possible, les compositeurs et auteurs, soient rémunérés de façon équitable quand leurs œuvres sont utilisées pour ce marché. Donc, pas de panique, Tobias, mais un certain scepticisme. Il y a aussi cette déshumanisation que nous voyons et la peur de déshumanisation de la musique de la création. Et on aimerait entrer en collaboration. Est-ce qu'on peut parler de cela? Also man kann jedenfalls von einer Angst vor On peut parler d'une peur de la déshumanisation. teilweise Et c'est justifié. Et il y a déjà une certaine panique. generativ. Le débat concernant l'IA générative et l'homme souffre aussi du fait que les frontières entre l'homme et la machine sont de plus en plus fluctuantes et que certaines machines ont des traits quasi humains. Elle s'entraîne, elle apprend, elle est intelligente, elle crée, elle peut être auteur, elle est anthropomorphisée, donc on l'humanise en quelque forme. Et cela crée bien sûr une peur de ce processus que la machine remplace l'homme. Mais en fait, ce n'est qu'un automate qui a été construit par l'homme et qui arrive à reconnaître certains schémas et arrive à les répliquer pour générer des contenus. Donc, c'est tout ce qu'elle sait faire.
Et ce schéma de narration, à savoir la machine est comme un être humain, on le retrouve ailleurs également. Par exemple, quand on suit le débat sur l'utilisation équitable aux États-Unis, est-ce que la machine doit avoir le droit d'ingérer des contenus et de générer d'autres contenus? Alors, il y a des pourfendeurs de ces utilisations équitables et disent que la machine fait ce que nous faisons nous, elle ne fait que lire. Et quand je lis un livre, je retiens ce que j'ai lu et ça me donne peut-être une idée d'écrire mon propre roman. Alors, si j'ai le droit de faire ça, alors une machine doit avoir le même droit. Mais ce n'est pas la même chose. La machine n'apprend pas, elle ne lit pas, non, elle aspire tout ce qu'elle peut lire et reproduit ces schémas. Et de façon illimitée et beaucoup plus productive qu'un être humain. Vous voyez ici le potentiel pour une collaboration entre l'être humain et la machine. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous donne de l'optimisme? Il me donnera de l'optimisme à partir du moment où l'être humain aura la paternité et pourra être justement rémunéré sur cette collaboration. Ce qui me fait peur, c'est que sans transparence, pardon de revenir souvent sur ce sujet, mais nous ne saurons pas quelle est la part de l'être humain qui aura été utilisée. Certains diffuseurs pourraient arguer qu'ils ont utilisé les machines et que donc ils n'ont aucun droit d'auteur à payer. Donc c'est le danger, c'est que donc il faut arriver à trouver et c'est vrai que la SACEM commence déjà à travailler avec des startups pour voir comment dans les métadatas et comment dans les contenus on peut arriver à avoir une traçabilité de ce qui a été utilisé. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, quand Tobias parle par exemple de l'inspiration qu'ont pu avoir les créateurs, depuis 20 siècles, je ne remonte pas avant parce que je ne connais pas les inspirations de l'homme de Néandertal, mais très sincèrement, depuis 20 siècles, la culture a toujours été source d'inspiration des générations futures. Et c'est vrai que ça ne me dérange pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la machine, c'est exactement ce qu'a indiqué Tobias, c'est de l'aspiration de tout. Et on l'a bien vu, il y a des déclarations d'OpenAI assez récentes devant le Parlement anglais qui expliquaient qu'on ne peut pas se contenter pour OpenAI d'aspirer tout ce qui est dans le domaine public. Il faut aussi aspirer ce qui est du domaine privé, sinon ça ne va pas rendre le service qu'attend le consommateur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut donc aller spolier. Vous avez, je vous le rappelle, à peu près 100 millions de titres, voire 150 millions de titres qui sont déjà disponibles sur les plateformes de streaming. Vous allez pouvoir voir dans l'étude qu'il y a déjà 100 millions de titres qui ont été générés uniquement par l'IA. Enfin, on nous dit uniquement par l'IA, sûrement, après avoir absorbé les 150 millions d'œuvres déjà préexistantes. Mais à ce moment-là, comment même va-t-on émerger? Comment même va-t-on pouvoir avoir un créateur vivant qui va pouvoir sortir de ce lot? C'est déjà très compliqué aujourd'hui dans le monde du digital d'arriver à faire sa place au milieu de ces 150 millions de titres. On est en train de parler d'une révolution peut-être au niveau de la rémunération des artistes avec un modèle qu'on appelle artist-centric. On est en train de travailler, la SACEM travaille avec Deezer là-dessus, Universal Music Group aussi et un certain nombre d'autres sociétés. Déjà émerger dans un monde où l'IA n'est pas totalement présent, c'est déjà compliqué. Mais qu'est-ce qu'on fait si c'est 250 millions, 300 millions de titres? Donc voilà, il y a énormément de questions qui se posent et on est en train, notamment par cette étude, mais aussi par les travaux que nous lançons avec la GEMA, chacun de notre côté ou ensemble, d'avancer pour apporter des premières réponses pour rassurer nos créateurs. D'accord. Alors cette fois, je vais me retourner vers Klaus. Klaus, du hattest gesagt, dass das Gesamtmarktvolumen... Klaus, vous disiez tout à l'heure que le volume global sur le marché montait en flèche. Alors les algorithmes montrent que les revenus, les rémunérations sont en danger et que en fait, il n'y a pas vraiment de possibilité d'améliorer cela. Alors, de votre point de vue, est-ce que
On peut vraiment dire que c'est une perte d'un tiers pour les auteurs. Est-ce qu'on peut parler peut-être de cannibalisation de cette intelligence artificielle? Eh bien, je ne sais pas si on peut parler de cannibalisation, mais qu'il y a un risque, c'est certain. Il n'y a pas de réglementation ici très claire. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Lorsque nous avons calculé ces risques potentiels, nous avons regardé ce qu'il en était pour chaque catégorie, de chaque forme de rémunération et de grille de rémunération. Et avant, on avait ce problème de la Covid. D'un coup, tous les musiciens, les artistes n'avaient plus de possibilité de paraître en live, d'être en concert. Et puis, il y a eu le streaming qui a permis quand même un petit peu de compenser. Et aujourd'hui, on en est à une situation où, oui, les artistes peuvent continuer à monter sur scène, mais pour tout ce qui est de musique de fond, je le disais tout à l'heure, ou encore les musiques utilisées sur les plateformes de réseaux sociaux, que tout cela peut être fait grâce à l'intelligence artificielle et que donc les droits d'auteur ne sont plus aussi protégés que par le passé dans d'autres situations. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'aujourd'hui, nous devons agir parce que ceux qui veulent pouvoir en vivre sentent aujourd'hui déjà qu'il y a des pertes pour eux. Et nous l'avons constaté aussi. Et donc, ces 27% que j'évoquais tout à l'heure, c'est un chiffre global, mais évidemment que selon les types de compositeurs, d'interprètes, les répercussions sont différentes. On peut le voir en tout cas aujourd'hui, grâce à ce chiffre, que on ne peut pas, pour certains créateurs, vivre vraiment de ces droits d'auteur et que pour le moment, les musiques en live ne sont pas encore concernées. Oui, je pense que ces 27%, c'est important de les avoir en tête. 27% qui permettent d'être traduits entre 150 millions par an, donc c'est quand même énorme. Vous savez, Ed Sheeran ou d'autres n'en vont pas le sentir peut-être. Et quand on en arrive à l'utilisation de l'intelligence artificielle aussi pour la commercialisation ou autre, ça a aussi d'autres répercussions. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que au milieu de cette marge de la création musicale, eh bien, ce sont des artistes, des compositeurs, des interprètes qui le ressentent effectivement au quotidien. Créer de la musique pop, tous ceux qui sont chargés d'écrire les paroles, c'est là, à ce niveau-là surtout, que l'on ressent déjà. Alors, 950 millions d'euros qui manquent à la SACEM et à la GEMA, ce sont de nombreuses familles, 15 000 familles peut-être, qui doivent aujourd'hui songer à avoir un autre emploi, donc qui sont touchées par cette évolution. Aujourd'hui, nous devons nous poser la question de savoir si c'est le début d'un processus où, pour un être humain, ce ne sera plus possible de vivre de son art musical ou est-ce que c'est un phénomène temporaire? Alors bien entendu qu'il y aura toujours de grandes stars, évidemment qu'il y aura toujours des gens qui pourront en vivre, mais ces talents, vous savez, reposent, eux, sur une structure plus large. Même les superstars elles-mêmes ont commencé à un moment par des cours de guitare, tout simplement, par exemple. Donc, vous savez, il y a toute une échelle, en quelque sorte, et c'est de cela qu'il s'agit. Si un être humain ordinaire peut vivre de cette musique, c'est bien. Mais la question est justement de savoir si cela sera possible encore. Oui, justement, moi je viens aussi d'une famille de musiciens, donc je comprends très bien. Cécile, je vous en prie. Concert à la fin, alors. Oui. Je voudrais rappeler quelque chose. Vous avez parlé du Covid. Je voudrais juste vous rappeler que les 10 dernières années, les 20 dernières années, ont surtout été marquées par l'arrêt de la piraterie qui avait détruit plus de 50% de la valeur de la musique enregistrée. Mm-hmm. Nous savons que les 10 dernières années ont permis enfin, grâce à l'évolution du streaming, de revenir à un certain niveau qui, malheureusement, ne compense toujours pas la perte que nous avons connue dans la musique enregistrée. Et les mécanismes qui ont été mis en place sur le streaming sont plutôt porteurs d'espoir. On le voit, chaque année, les revenus de la GEMA et les revenus de la SACEM sont en croissance sur le digital. Nous sommes parvenus à corriger, un tant soit peu,
les effets de la piraterie, ne recommençons pas en attendant 10 ans de voir les effets néfastes de l'IA. Essayons enfin de tirer leçon du passé et de corriger le tir plus rapidement. Nous avons une responsabilité, pour moi, politique, de ne pas attendre le marasme de la création pour se dire il faut réagir. Donc voilà, tirons vraiment leçon du passé. Je pense que nous en avons les moyens. Nous apportons déjà en ce qui concerne la GEMA et la SACEM et beaucoup de nos collègues à travers le monde, des solutions. Donc il faut absolument que les gouvernements, voilà, je vous le disais tout à l'heure, la transparence ou même la tech ne doivent jamais être opposées à la culture. Je suis convaincue que les deux doivent aller de pair. Et voilà, et donc c'est pour ça que je pense important de se dire aussi pourquoi est-ce qu'il faut absolument travailler là-dessus? Parce que, comme l'a dit Tobias, vous savez, le droit d'auteur, c'est fait de plein de petits ruisseaux qui font une rivière. Il le disait lui-même, certains ont commencé par peut-être juste jouer dans des petits groupes, des petites salles. Et voilà. Et en fait, toutes les sources de rémunération, du live à la télédiffusion, à la radiodiffusion, au digital, c'est ça qui permet aux créateurs de vivre. D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il existe une solution pour les contenus protégés par les droits d'auteur qui sont utilisés comme input par les fournisseurs de Alors, la SACEM a fait un choix, et je rends hommage ici à notre directeur général adjoint, David El-Sayeg, qui a vraiment été le leader dans cette discussion avec le conseil d'administration, d'exercer son opt-out, dit droit d'opposition, en fait, oui. Qui en fait vient contrebalancer le principe général qui avait été établi au moment où toutes les règles sur l'intelligence artificielle ont été édictées en Europe. Très naturellement, et je peux le comprendre, au moment où ces règles ont été édictées, elles se basaient sur le fait qu'on pourrait faire de la fouille de données, notamment en matière de santé. Enfin, je vais vous dire, quand on vous dit, grâce à ces fouilles de données, on va peut-être sauver le cancer, excusez-moi, mais ça me semble normal qu'on autorise tout le monde à faire des fouilles de données, parce qu'on se dit que c'est l'avenir du monde, de la santé publique, qui est peut-être en jeu. Là où on n'avait pas du tout anticipé à l'époque, c'est le Gen AI, c'est-à-dire vraiment d'un seul coup la création qui va être spoliée pour créer de nouveaux contenus qui ne seraient pas rémunérés. Bon, il y avait quand même une petite lueur qui avait dû être dans le cerveau de certains des rédacteurs, puisqu'il y a cette exception de opt-out qui avait été prévue et que nous avons donc exercé, qui veut juste dire une chose. Nous ne sommes pas contre l'IA à la SACEM. Nous disons juste que dorénavant, si des intelligences artificielles veulent pouvoir s'entraîner sur des œuvres de notre répertoire, elles doivent au préalable venir solliciter une autorisation et tout simplement mettre en place une licence comme nous l'avons fait. Vous savez, la SACEM, c'est la première société au monde, je le dis, à avoir conclu un contrat avec Facebook, enfin Meta aujourd'hui. Voilà. Tout est possible, c'était même avant l'article 17. Et donc là, déjà, je dois vous le dire, nous avons envoyé 150 courriers à l'ensemble de nos partenaires et aux grosses sociétés d'IA. Et on commence à avoir certains retours où, justement, certaines IA qui veulent être vertueuses nous proposent de conclure des accords de licence. D'accord. On vient de parler de l'input. Ich gehe jetzt wieder auf Deutsch zu dem Output. J'en reviens maintenant. Donc, à Tobias, et j'aimerais savoir comment est-ce que l'on peut obtenir des résultats avec cet output et cet input de l'IA. Stand der Rechtsprechung sagt, alors, je crois que la jurisprudence dit aujourd'hui que si der KI geschaffen wurde, dann l'output a été généré à 100% par l'intelligence artificielle, alors il n'y a pas de rémunération quelconque. Donc que la musique peut être utilisée sans droit d'auteur, sans devoir payer des droits d'auteur quelconques. Nous pensons que une grande majorité des œuvres de la SACEM ou de la GEMA qui sont recensées, qui sont déclarées, sont en grande partie générées par l'être humain. Donc, c'est la voie que nous adoptons. Ça a commencé avec les synthétiseurs à leur époque, ça a commencé avec plusieurs machines déjà, et il y a toujours eu évidemment des outils techniques qui ont accompagné cette création musicale. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il ne relève pas de notre rôle, de notre fonction, de faire en sorte de
tout réglementer là où l'intelligence artificielle va être utilisée, mais nous, ce que nous voulons, c'est qu'il soit reconnu que les musiques générées par l'intelligence artificielle sur la base de créations humaines soient reconnues comme telles. Nous avions à la base évoqué aussi ces peut-être créations qui seraient à 100% générées par l'intelligence artificielle. Et là, nous pensons que l'impact, c'est 2,7 milliards jusqu'en 2028 ou c'est 950 millions d'euros par an. Ce sont justement les œuvres qui concernent nos œuvres musicales d'êtres humains et que là, il faut trouver une rémunération. Je crois que c'est de cela que nous parlons et c'est la raison pour laquelle notre approche est que nous demandons que ces pertes dont nous parlions tout à l'heure puissent être compensées et être la base. Ces chiffres doivent être la base des calculs pour savoir quelle est la rémunération qui doit être définie pour ces artistes. Et à partir de ces chiffres, on va chiffrer ces pertes, ces compensations. Oui, en fait, comme base de rémunération raisonnable. Oui, tout à fait, c'est ça. Zuletzt ein paar Fragen zu diesen Perspektiven. Alors, j'aimerais passer à quelques questions sur les perspectives pour ne pas être trop pessimiste. On a parlé de la transparence comme condition indispensable. Peut-être je passerai à Cécile. Vous avez parlé de la transparence tout à l'heure. Transparence et en faire quelque chose dans le business model alors. Alors, la transparence, elle se situe vraiment aux deux niveaux que nous venons d'aborder. Premièrement, est-ce que les bases d'entraînement des sociétés d'intelligence artificielle ont ou pas utilisé nos œuvres, les œuvres de nos créateurs et de nos éditeurs de musique pour entraîner leur IA? Donc déjà, pour être sûr de cela, parce que il faut quand même pas inverser la charge de la preuve. Nous n'aurons jamais la capacité, nous ayant droit, inondés par des millions et des millions de contenus, de pouvoir aller dire si oui ou non l'intelligence artificielle. J'ai envie de vous dire que par défaut, on devrait se dire que de toute façon, c'est sûr qu'ils ont utilisé nos œuvres. Mais néanmoins, ce qui est important, je pense, c'est de travailler, et ça c'est donc un travail technologique, parce que vous savez, quand vous écoutez les sociétés d'IA, rien n'est possible. Eux, ils peuvent tout faire techniquement, mais dès qu'il s'agit de protéger le droit d'auteur, plus rien n'est possible. Alors je vous dis, écoutez, puisque vous ne le faites pas, nous, on va s'en occuper. Donc évidemment, on est en train de travailler à voir quel métadata on doit dorénavant intégrer dans nos œuvres pour être sûr qu'il y aura une traçabilité. Quelle que soit l'utilisation de nos œuvres, on est capable de voir tracer ces usages. Et puis, il y a effectivement l'output, savoir si oui ou non, il intègre des œuvres préexistantes, mais aussi, voilà, est-ce que l'IA a participé à tout ça? Là, c'est évidemment de la technologie, mais on est en plein dedans. Je veux vous dire, nous, on est devenus des sociétés de tech et de data. Ça ne se sait pas parce que souvent, on se dit, les sociétés d'auteurs, elles sont anciennes. La création. Mais oui, mais pas du tout. On est tous aujourd'hui obligés de gérer des trilliards de données avec le digital, et donc on a des partenariat avec plein de sociétés de tech, que ce soit la GEMA ou la SACEM, et nous sommes déjà en train de travailler pour assurer cette traçabilité. C'est le gage, la transparence, effectivement, d'obtenir cette juste rémunération dont on a parlé. Je vais vous dire, il y a des systèmes comme ça qui existent déjà par le passé, qui sont différents, mais on s'est toujours adapté. La copie privée, j'aime à le rappeler, en plus, ça a été inventé par les Allemands. Mais enfin, nous, on a décidé de bien s'en inspirer aussi. Merci l'Allemagne. La France l'a mise en place. En plus, elle a décidé que 25% des sommes au titre de la copie privée étaient dévolues à l'action culturelle, donc à l'émergence, à la diversité, à plein de nouveaux projets. Ce que je veux vous dire sur la copie privée, c'est complètement délirant, c'est qu'on est quand même en train de se dire que chaque personne a l'autorisation de copier des contenus qui sont protégés. En échange, il y a une perception, notamment sur les smartphones, très faible, de quelques euros. Mais après, nous, il faut le redistribuer. On a toujours trouvé les moyens d'arriver à trouver les analogies, les sondages. Comment est-ce qu'effectivement on pouvait traquer ces usages? Il n'y a aucune raison qu'avec la technologie et justement avec l'IA, on ne parvienne pas à nouveau à mettre en place tous les systèmes technologiques pour assurer la transparence et la traçabilité. Très bien, donc transparence, traçabilité, pour pouvoir aussi prouver, voir un petit peu d'où ça vient, où ça va. Il y a également aussi la question du... pardon, je vais retourner en allemand. Une Erlaubnis, also et bien sûr, il y a aussi la question de l'autorisation, la participation. Et Klaus a montré dans son étude, il y a aussi l'attention. Les
93% souhaitent être vus, surtout des politiciens, puisque c'est un problème politique. Cécile a dit la culture, la technologie, mais aussi ce que ça veut dire pour la démocratie. Tout ceci sont des enjeux. Alors, l'attention, la politique, que faudrait-il faire au niveau politique? Nous avons la AI Act Kraft, irgendwie so. Ja, ja. qui Bei der Schaffung von a abordé également ce sujet et créé de la transparence. Tobias, que faudrait-il faire au niveau politique? Also kurzfristig brauchen wir diesen À court terme, il nous faut le AI Act. Quand nous avons démarré l'étude, nous étions en fait sûrs que ça passerait déjà quand l'étude serait publiée. Nous ne l'avons toujours pas. Nous n'avons toujours pas de loi à Bruxelles. Et l'axe franco-allemand, qui fonctionne normalement très bien, n'a pas encore contribué à la publication de l'AI Act. Et c'est ça aussi qui génère la peur de ne pas être vu, d'être invisible, qu'on voit aussi dans l'étude. Puisque la législation IA parle surtout de la peur de ne pas créer de compétitivité. Et à notre avis, ce n'est pas la bonne solution de donner notre patrimoine culturel en pâture à l'IA. Ce n'est pas la solution, ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous avons besoin de l'AI Act et de la transparence. Mais comme Cécile l'a déjà dit, la transparence est la base pour tout, pour créer un mécanisme équitable qui permette un transfert de valeur, de contenu créé avec l'IA générative et qui permette le retour vers les œuvres et aussi les êtres humains qui ont rendu ces œuvres possibles, puisque l'IA aspire ces valeurs, les dote d'un nouveau packaging et les revend. Si ça peut marcher avec des licences, très bien. Et probablement, nous allons aussi probablement être obligés de modifier les règles des droits d'auteur. pragmatische Balance, Akt. Je pense que entre l'utopie et la dystopie, c'est un équilibrisme pragmatique pour que ça puisse être utilisé par les êtres humains. Cécile. Utiliser une expression purement française, donc pardon pour les traducteurs. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Aujourd'hui, je vois des politiciens qui sont obnubilés à l'idée de pouvoir rivaliser en Europe avec les plus grandes sociétés d'intelligence artificielle américaines, voire même chinoises, au détriment de finalement ce qui a toujours fait notre souveraineté, que ce soit en Allemagne ou en France, la culture. Et je trouve très triste que plutôt que d'essayer de protéger un patrimoine et justement une souveraineté culturelle qui fait notre renommée mondiale, les Américains, mais nous jalousent de la protection, du niveau de protection de droits d'auteur. Nous sommes parvenus, la GEMA et les SACEM, à attirer les plus grands répertoires mondiaux qui sont venus en Europe parce qu'ils avaient cette protection dont ils ne bénéficient pas dans leur propre continent. Alors plutôt que d'essayer de concurrencer des domaines dans lesquels, malheureusement, nous n'aurons jamais les mêmes moyens. Parce que quand nous mettrons 10 millions, ceux d'en face mettront 1 milliard. Essayons de protéger ce sur quoi nous sommes les meilleurs. Et sans aucun doute, c'est la culture. Très bien, ça va être difficile de toper cette fin-là. Aber ich möchte trotzdem eine letzte Frage vielleicht an... Mais j'aimerais encore poser une dernière question à Klaus. Und ich möchte auch noch mal Zuschauer... Et j'aimerais aussi encourager le public à poser des questions, sinon j'en ai, moi, des questions. Mes dernières questions à Klaus. Je pense que l'IA générative progresse de façon très rapide et imprévisible. Mais est-ce qu'il y a peut-être des développements basés sur cette étude qui sont prévisibles?
in die Zukunft geben. Ja, die Perspektive, also Oui, Vorbemerkung, ich beschäftige mich d'abord, je m'occupe déjà depuis longtemps avec ce sujet de l'IA. Et pendant beaucoup d'années, on souriait des résultats. Et puis, il y a eu l'OpenAI, iPhone, et nous voyons une accélération énorme. Il y a aussi déjà des moteurs de recherche en reverse AI pour nous permettre de reconnaître ce qui est de l'IA et non. Mais diese 60%. ces 60% de croissance de chiffre d'affaires annuel sont seulement un de plusieurs aspects. On peut dire clairement et prévoir clairement Deutlich qu'il dort sehen. va y avoir des poussées Des Verständnisses encore Language Model. rapides, beaucoup plus rapides, avec des modèles de langage, avec des modèles d'IA. Nous allons voir encore des boosts de qualité de l'IA qui va Menschen en fait nous montrer des solutions générées par l'IA de plus en plus proches de ce que ferait un humain. Messe noch lange nicht gelesen. Donc, on n'a pas encore dit le mot de la fin. Nous en sommes au début de ce progrès et ça va s'accélérer. Der Studie eintauchen wollen. Merci. Si vous voulez regarder l'étude, c'est goldmedia.com/AI-and-musique. So ist es. Parfait. Ich prüfe ein letztes Mal, ob wir noch Je regarde s'il y a des questions du public. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Une question. bitte in dem Mikro. Parlez dans le micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous entendre. Ja, sonst können wir das im Stream nicht hören. Insofern bitte ich um die Nutzung der Mikrofon. Nur damit ich es richtig verstanden habe. Est-ce que j'ai bien compris? Instanz Vous ne voulez pas créer d'instance de contrôle produziert wurde. pour déterminer le pourcentage d'IA dans les œuvres. Est-ce que ça ne peut pas être un problème pour les auteurs Ist es et Musik les licenciés de ne pas savoir quel est le montant d'IA qui rentre dans une œuvre et qu'elle ne serait peut-être plus protégée? Das ist eine faire Frage. Oui, c'est une bonne question. Ein Werk zu 100% Bien sûr, si une œuvre a été générée à 100% avec l'IA, nous ne donnons pas de licence. ein Werk zu durchleuchten und De vérifier une œuvre, de savoir si elle contient 50%, elle est protégée à moitié, ça, on ne le fait pas non plus dans d'autres domaines. De dire, il y a peut-être des contenus du domaine public, une vieille œuvre d'il y a 100 ans, où il y a peut-être un quart de droits d'auteur. Ce n'est pas un mécanisme qui existe actuellement. Il faudrait peut-être y réfléchir à un moment donné. Je pense que nous allons avoir un débat concernant la valeur de la musique générée par l'IA, une musique automatisée dont la valeur baisserait. Mais cela aurait aussi un effet de l'autre côté du marché, à savoir que la musique créée par l'homme einen höheren Wert. aurait peut-être une valeur supérieure. Genau. Et nous allons voir comment le montrer dans le système. Le marché trouvera une solution. Verwertungsgesellschaft Comment est-ce qu'une société des auteurs peut contrôler que les œuvres générées à 100% soient enregistrées? Qui peut y répondre? Donc, comment éviter qu'une œuvre générée à 100% par l'IA soit enregistrée à la Société des auteurs? Déposer, en fait. Déposée, exactement. Oui, tout à fait. Bah, c'est aussi ce sur quoi nous sommes en train de travailler avec des startups pour effectivement voir est-ce qu'il va y avoir des fraudes
parce qu'effectivement, si demain, les 100 millions d'œuvres dont nous parlions tout à l'heure sont déposées à la SACEM ou à la GEMA, ça pose une problématique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est un peu tôt, parce que, comme Tobias l'a expliqué, quelle est vraiment la valeur de ces nouveaux contenus versus ceux qui ont été créés par l'humain. Se faire concurrence soi-même en exonérant complètement ces contenus est peut-être un danger, puisqu'effectivement, dans certains modes d'exploitation, comme la librairie musicale et tout ce qui est sonorisation, background music, ça peut poser aussi un souci. Je crois que, vous savez, c'est ça qui est fort avec le droit d'auteur, c'est qu'on apprend en marchant. Les licences que nous avons conclues avec Tobias, avec Spotify il y a 10 ans, n'ont plus aucun rapport avec celles que nous avons aujourd'hui. TikTok n'existait pas et nous avons su adapter aussi. Donc je pense qu'en fait, nous allons commencer petit à petit et au fur et à mesure, évidemment, compte tenu de ce qu'on va voir arriver, on va mettre de plus en plus évidemment de protocoles de sécurité parce que c'est important et puis on va travailler pour savoir quelle est la valeur à donner à tous ces contenus. Nous avons encore une autre question. Ist es vorstellbar, dass die GEMA oder auch die... Est-ce qu'on peut imaginer que la GEMA et la SACEM donnent licence comme de ces œuvres pour du streaming dans une banque de données? Uns die von unseren Mitgliedern autorisieren lassen. Nous avons pris l'autorisation de nos membres d'utiliser le opt-out. Mais tout comme la SACEM, donc c'est-à-dire non à l'entraînement de l'IA. Et nous pouvons aussi faire une exception inverse. Si nous trouvons un accord, alors nous pouvons mettre à disposition nos œuvres pour l'entraînement. Puisque notre objectif, ce n'est pas d'arrêter le progrès technologique. Nous ne voulons pas empêcher l'intelligence artificielle. Nous ne voulons pas empêcher qu'elle crée de la musique. Mais nous voulons que les données et les œuvres de nos membres soient seulement mises à disposition si on peut être sûr qu'elles soient compensées. Et ça dépendra de la solution. Un paiement unique, après tu peux l'utiliser pour entraîner et générer des résultats. Non, ce n'est pas ce qu'on fera. Il y aura certainement des modèles de licence plus intelligents. Donc, je pense que la question est également... Oui, mais je ne vais vraiment rien rajouter parce que Tobias a été extrêmement complet. C'est exactement ce que je disais en disant qu'on allait apprendre en marchant. On va avoir sûrement, effectivement, parfois des sommes forfaitaires, parfois des licences. Tout ce qu'on a fait finalement au fur et à mesure que des nouveaux modes d'exploitation sont apparus sur le marché. Très bien. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, je remercie toute l'audience. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern. Merci à tout le monde aussi dans le streaming, à ceux dans la salle. Un grand merci à nos experts du panel, Klaus, Cécile, Tobias, et à bientôt pour d'autres aventures dans le monde de l'IA. Dankeschön.